Pays minier par excellence, la RDC fait bouger les lignes dans l'industrie minière. Fin juin, le Congo, à travers le CEEC, qui est l'autorité de certification, a inauguré à Kolwezi un laboratoire moderne pour l'analyse des substances minérales qui sortent de la province de Lualaba. La même dynamique va se poursuivre dans le Haut-Katanga où des équipements nouveaux vont être installés pour la modernisation de laboratoires à Lubumbashi. La direction du CEC a déjà fait savoir qu'après le Lualaba, après le Haut-Katanga, ce sera le tour du sud de Kivu. Nous allons essayer d'analyser cette dynamique. À la une également, toujours dans l'industrie minière, vous le savez peut-être, la RDC, la Zambie et l'Angola ont initié un nouveau corridor pour acheminer les produits miniers. Le corridor de Lobito, on dit que c'est ça, selon les spécialistes, c'est l'itinéraire le plus court qui a beaucoup des avantages. C'est l'un des sujets aussi dans ce numéro de Géopresse. Bonjour à tous et bienvenue. Et pour analyser et débattre autour de ce thème, nous avons le réel plaisir d'avoir sur ce plateau deux journalistes de Géopolis Forum. À ma gauche, il y a Monsieur Dieudonné Boinali. Bonjour ou bonsoir. Bonjour, selon les temps de diffusion. Bonsoir aussi en même temps. Bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, bien que M. Dieudonné m'a dévancé un petit peu, à votre gauche, à ma droite, nous avons aussi Fiston Oleko. Bonjour Fiston. Bonjour Patrick Ilunga. Bonjour aussi à Dieudonné Boinali. Voilà, Fiston Oleko et Dieudonné Boinali, tous deux journalistes ici à Géopolis Forum. Géopresse, c'est parti. Voilà, Dieudonné Boinali, nous allons déjà commencer. On sait qu'en 2 mois ou 2 ou 3 mois, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont faits dans le secteur minier. Il y a le déplacement du président de la République vers Botswana, où il a été visiter même l'industrie de la filière du diamant à Gaborone. Le président s'est déplacé avec une forte délégation en Chine. On parlait entre autres questions, il était question aussi de l'industrie minière. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Mais dites-nous d'abord, peut-on dire que maintenant le Congo est en train de sortir de sa torpeur pour réveiller le secteur minier? Oui, on peut le dire ainsi. Il faut saluer toutes ces initiatives parce que le Congo, d'abord, nous sommes un grand pays à potentiel minier, mais malheureusement, ça fait plus de 25 ans. Notre pays subit l'instabilité provenant des pays frères et voisins. Nos minéraux sont classés par certaines instances internationales comme des minéraux décents. Il faut soigner cette image parce que notre économie repose sur les secteurs miniers. Ces secteurs contribuent en raison de 47% dans les budgets de l'État. Et aujourd'hui, si on déclarait tous nos minéraux comme des minéraux décents, ça sera un coup dur pour l'économie. Voilà pourquoi il faut saluer toutes ces initiatives, y compris celles qui consistent à doter les pays. Là, quand je parle du pays, je ne vois pas seulement Kinshasa, je vois les Congo profond, les V6 provinces. Il faut les doter des laboratoires d'analyse, des certifications de nos substances minérales pour leur donner une certaine légalité, traçabilité pour que lorsque nos minéraux arrivent sur les marchés internationaux, puissent être achetés facilement et au finish, toutes les parties prenantes se retrouvent dans cette activité de négoce. Voilà, merci Dieudonné Boinali. La même question, je vais l'adresser à Fiston Oleko. On a vu qu'il y a une nouvelle dynamique, en tout cas selon mon analyse. Après, en 2 mois, il y a eu beaucoup d'initiatives de la présidence, des ministères. Mais est-ce qu'au-delà de ce que Dieudonné Boinali vient de dire, minerais de sang, tout ça, mais ça c'est peut-être une partie de l'Est, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine envie de faire de la
on va dire, de la transformation ici localement. Est-ce qu'il y a, selon vous, comment est-ce que vous analysez tous ces mouvements? Est-ce qu'il y a une nouvelle dynamique? Merci beaucoup pour de la parole, Patrick Ilunga. Moi, je crois qu'il y a un principe, une réalité développementaliste qui indique que, on appelle ça le principe de l'immanence, c'est-à-dire que chaque nation ou chaque pays porte les germes de son développement. Et pour la RDC, on l'a dit de plusieurs manières, et scandale géologique, poumons, tout des noms qu'on peut donner à la RDC. Donc la RDC, les germes de son développement, aujourd'hui pays solution, les germes de son développement ne doivent que être le secteur minier. Parce que, comme m'a dit Dieudonné Bonal ici, c'est le pourvoyeur du budget de l'État congolais. Donc il en va vraiment de la responsabilité des autorités de pouvoir initier des démarches, de pouvoir initier des approches pour pouvoir développer ces secteurs, pour pouvoir aller même dans la production locale telle que vous avez dit, pour pouvoir rationaliser aussi ce secteur. Voilà pourquoi le chef de l'État est en mouvement, surtout il s'est montré beaucoup plus intraitable dans les questions liées au développement ou au secteur minier. Donc je crois que ça revient vraiment à la responsabilité de l'État congolais, de la République démocratique du Congo, de pouvoir rationaliser son secteur, le secteur qui pourvoit ses ressources ou son budget. Voilà, ça c'était pour mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs, mais on va entrer maintenant dans le vif du débat. Venons-en à ce sujet. Vous savez, on a tous vu que le CEEC a beaucoup, on va dire beaucoup communiqué autour de laboratoire de Kolwezi. Ça a été inauguré le 27 juin dernier. Mais pourquoi dit-on que c'est un événement majeur? Une fois de plus, merci beaucoup de la parole. C'est un événement majeur. Moi, j'épouse justement le point de vue des gens qui pensent comme ça. Parce que, comme je l'ai dit, le secteur minier est important. Vous savez, depuis un certain moment, le monde aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique de l'approvisionnement responsable des ressources naturelles. Donc, la RDC étant un pays minier, et il ne pouvait pas rester à la marge de cette démarche ou de cette dynamique mondiale. Donc, l'installation de ces laboratoires à Moussompo, dans la province de Lualaba, procède justement de cette dynamique-là, de pouvoir rendre légales nos ressources naturelles, de pouvoir faire en sorte que nous soyons aussi pris au sérieux par rapport à ce que nous produisons à l'international. Et comme vous le savez, le monde d'aujourd'hui, je l'ai dit ici, ne veut pas vraiment se lancer ou soit considérer, comme ça a été le cas dans plusieurs égards, et de considérer toujours ou d'utiliser les ressources naturelles qui sont extraites de manière illégale, de manière non conforme aux règles. Donc la RDC s'est justement conformée aux règles, aux standards internationaux. Il y a beaucoup de traités, il y a beaucoup d'accords qui exigent justement que les ressources naturelles soient exportées de manière responsable, des ressources naturelles soient exportées de manière légale. Donc la RDC s'est inscrite dans cette dynamique. Moi je crois que c'est aussi un message fort pour dire que là-bas il y a du sérieux. On ne peut pas exporter de là de n'importe quelle manière. Il faut respecter les normes, il faut qu'il y ait la certification, parce que là on parle de la certification. Le CEC, c'est le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des ressources minérales qui fonctionne dans la détermination des natures la détermination des natures physiques et chimiques des substances minérales. Donc et c'est vraiment la responsabilité de l'État comme service public de pouvoir implanter, comme a dit le DG dans son discours lors de l'installation de ce laboratoire, implanté non seulement à Kolwezi, non seulement à Lubumbashi, comme on l'a dit, mais partout, parce que la RDC, partout il y a des substances minérales, et que ça sera de notre avantage pour que nous soyons pris au sérieux, surtout au niveau international, qui consomme, il faut le dire, nos matières premières. Voilà, merci bien Fiston Oleko. C'est vrai que nous parlons déjà du laboratoire, mais pour ceux qui nous regardent à la maison, qui ne sont pas forcément au fait de questions techniques, c'est une question hautement technique, une question de laboratoire, mais bien avant de répondre aussi à la question que j'ai posée aussi à Fiston, je voudrais que Fiston a expliqué le CEC, mais je voudrais avoir aussi votre explication pour que on comprenne un peu plus
quand on parle de certification, il s'agit de quoi? Le rôle du CEC, avant de répondre au fait que, bon, les gens disent que c'est un événement majeur. Mais d'abord, c'est quoi le CEC? La certification, l'évaluation des substances précieuses, semi-précieuses, c'est quoi? Les CEC, par définition, c'est les centres d'expertise, d'évaluation des substances minérales, précieuses et semi-précieuses. Et aussi de la mine à petite échelle. Dans notre pays, vous trouvez des sortes d'acteurs qui produisent les minéraux. Vous avez les industries, les opérateurs économiques, qui sont reconnus officiellement par l'État et qui ont des sièges connus et qui opèrent dans ce secteur. Et puis vous avez les artisanaux. Dans les codes miniers de 2018, on a réparti des concessions minières destinées au développement industriel. Il y a d'autres concessions minières qui sont réservées aux communautés et destinées à l'exploitation artisanale. Mais il y a une petite différence. Dans les secteurs miniers industriels, vous trouvez les personnes de toutes les nationalités. Donc un Chinois, un Canadien, un Congolais, un Américain. Pour tout le monde est la bienvenue. Tout le monde peut venir investir dans ces secteurs et exploiter les minéraux. Mais dans le secteur artisanal, celui-ci est réservé exclusivement aux nationaux. Maintenant, nous tous, nous sommes dans le même secteur, le secteur minier. Nous produisons les minéraux. Et selon les statistiques, le secteur artisanal représente selon les filières. Ce n'est pas toutes les filières en général. Selon chaque filière, qu'il soit kyprocobaltifère, qu'il soit stanifère ou aurifère, vous trouvez l'équivalent de 20 à 40% de la production artisanale dans la production nationale. Et c'est cette production artisanale qui pose problème. Et surtout que nous sommes un pays tout le temps en conflit. Dans un pays, on parle tout le temps des minéraux décents. Il y a une partie des tonnes de minéraux que nous écoulons sur le marché international qui n'est pas certifiée, qui est considéré comme les minéraux décents et qui est sorti des zones qui ne sont pas sûres et non certifiées. C'est pour cela que le législateur a mis en place les CEC, qui a grandi avec les nouvelles missions. Vous avez suivi les DG et même les PCA qui ont fait les plaidoyers pour qu'on puisse étendre les missions du CEC jusque même à la filière du lithium, jusque même à la filière des terres rares. Parce que jusque-là, les CEC ne travaillent que sur les cuivres, les cobaltes, l'or et les 3T, les diamants, y compris les diamants. Mais il manque une partie importante du secteur minier. Vous avez les terres rares, vous avez aussi le lithium. Il faut que les CEC arrivent aussi à certifier ce type de minéraux. La certification a plusieurs avantages, mais je vais vous donner deux que moi je considère comme les plus importants. Vous savez, dans notre pays, on a interdit l'exploitation de l'uranium. Il y a des interdictions pour l'exploitation de l'uranium. Vous avez aussi une autre réalité. On parle des minéraux associés. Là où vous trouvez les cobaltes, vous devez nécessairement trouver aussi les cuivres. Et vice-versa. Vous trouvez aussi de l'étain, vous pouvez retrouver aussi de l'or. Mais quand les industriels produisent les minéraux, ils font une semi-production industrielle pour ne pas arriver au produit fini. Ils importent ces produits, transportés dans les camions poids lourds. Mais comment nous allons détecter au niveau de la douane, au niveau de nos frontières, que tel camion poids lourd transporte réellement ou exclusivement que les cuivres ou bien les cobaltes? C'est là où intervient les CEC. Grâce à ces laboratoires, on arrive non seulement à connaître la teneur des minéraux, mais aussi toutes les substances chimiques et minérales qu'on retrouve dans cette cargaison avant exportation. Et à la fin, on te donne un certificat
des certifications internationales, que ces minéraux proviennent réellement de la République démocratique du Congo. Il n'a pas été tiré voilà, et il a été exploité, produit légalement. Ce n'est pas un site illicite, ce n'est pas un site où opèrent des groupes armés. Donc c'est un minerai sûr que nous envoyons sur les marchés internationaux. On vous donne les instruments de certification pour vous permettre, vous producteurs, d'exporter votre minerai avec beaucoup d'assurance. Deuxièmement, on permet, comme on le dit dans la Bible, de séparer les blés des livrets. Si on trouve que à côté des minéraux, le cuivre et cobalt, vous avez d'autres minéraux que vous n'avez jamais déclarés et que vous produisez, en tout cas vous tombez dans la maille du filet du CEC et de la brigade des mines et des autres services compétents de l'État. On va vous rappeler à l'ordre, on vous fait payer même les amendes, mais malheureusement, les CEC se dotent des laboratoires, mais au jour d'aujourd'hui, les frais qui sont payés pour le travail grandiose que fait les CEC pour renflouer les caisses de l'État, maximiser les recettes et puis lutter contre le trafic illicite des minéraux indirectement et sous-rémunérés, voulais-je dire. Voilà pourquoi il y a des voix, des langues qui s'élèvent pour déclarer qu'il faut augmenter les frais liés au travail que fait les CEC. On parlera des frais tout à l'heure, mais on parle, c'est vrai, du laboratoire qui a été, laboratoire moderne qui a été inauguré, mais il s'agit d'un laboratoire, selon le CEC, qui va donner beaucoup plus de précision en termes même de la teneur des minéraux. Mais au-delà de ça, ça a quel avantage? Quel autre avantage? L'autre avantage, d'abord pour les CEC, en interne, les CEC s'est doté d'un outil performant de dernière génération, un outil de gestion du secteur minier. Il en fallait, on dit mieux vaut tard que jamais, mais ce n'est pas beaucoup. Voilà pourquoi nous plaidons pour qu'on puisse installer ces laboratoires dans toutes les provinces minières. Nous soulignons les provinces à vocation minière. Partout là où il y a le développement de l'industrie minière, le CEC ne doit pas être absent. Il doit être présent. Moi, j'ai séjourné récemment à Lubumbashi dans le cadre de DRC Mining Week, en français la semaine minière de la RDC. J'étais logé non loin du site où s'est déroulée la conférence, sur l'avenue Kilé-La Balanda, en son croisement avec l'avenue Kassavubu. J'ai pu visiter les sièges provinciaux du CEC. J'avais même demandé à visiter ces laboratoires. On me dira que non, bientôt ça sera inauguré, les visites ne sont pas encore permises. Dieu merci, nous avons suivi ça en reportage tout à l'heure, selon l'élément qui nous a été proposé par la régie. Oui, des je vous dis, qui passent, c'est un outil très important. Les gens vont se dire, bon, c'est un laboratoire qu'on a installé dans un petit bâtiment. Ne regardez pas la grandeur du bâtiment, ne regardez pas la grandeur de l'outil de travail. C'est le laboratoire qui a été acquis, c'est fonds propres du CEC. Regardez le travail qui sera fait au bénéfice de la nation, du trésor public, de nous peuples congolais. C'est un instrument de certification, c'est un instrument aussi de chimie. Ça va permettre de faire des analyses des pointes. Nous connaîtrons les teneurs de tous les minéraux qui seront exploités. Ça va nous permettre aussi de lutter contre la fraude minière et les trafics illicites. Voilà. Ça procure aussi en définitive du travail aux Congolais. Voilà. Fiston Leko, c'est vrai que la fraude minière, Dieudonné Boinel en a parlé un petit peu, mais on voit déjà qu'il y a le CEC qui a formulé une demande officielle au ministère de Mines, qui est le ministère de tutelle du CEC, pour qu'il revoie à la hausse
des frais de certification, des frais qui sont déterminés par une loi depuis 13 ans, je crois. Et puis, il y a une autre étape, c'est qu'il y a des analyses techniques qui se faisaient en dehors du pays, qui vont se faire maintenant au Congo. Est-ce que cela participe justement à lutter contre la fraude minière dont parlait tout à l'heure Dieudonné Boinali? Justement, ça participe énormément à cette fraude minière, nous savons. Et moi, je vais participer à lutter contre la fraude minière, comme vous l'avez dit avec Dieudonné Boinali. Moi, je pense qu'un autre avantage par rapport à l'installation ou au travail que fait le CEC, notamment avec ses laboratoires qu'il installe, qu'il a l'ambition d'installer partout dans le pays, c'est qu'il favorise aussi la maximisation des recettes de l'État, justement parce qu'il a maintenant des bureaux de traçabilité à l'exportation. C'est-à-dire, quand vous débarquez avec la cargaison, et là, avec ces analyses, avec ces bureaux, on détermine exactement, avec d'autres services, par exemple de la douane, on détermine exactement la quantité du lot à exporter, et ça facilite à l'État. Surtout la teneur aussi, parce que la teneur aussi. Les opérateurs miniers, ils peuvent tromper sur la teneur. Ils disent non, justement, c'est du minerai de basse qualité, par exemple, alors qu'en avec notre système fiscal qui est déclaratif, donc ça renforce encore le contrôle dans ce sens-là, pour que l'État congolais, en définitive, puisse gagner en termes de ressources financières qui sont beaucoup plus demandées, qui sont beaucoup plus dont l'État a beaucoup plus besoin pour financer ces projets de développement. Donc c'est très important pour le pays, et il est aussi important parce que ce travail est énorme. Le CAC, on l'a dit ici, a une ambition grandiose de pouvoir se déployer sur l'ensemble du territoire national. Et il faut rappeler aussi que ces laboratoires qui est installé, mais aussi ce qui est en train d'être rénové au niveau du Haut-Katanga, c'est sur fonds propres du CAC. Donc, du CEC. Donc, CEC, cette institution où ce service public de l'État a beaucoup plus besoin des moyens pour pouvoir se déployer, pour pouvoir continuer à faire son travail, comme a dit ici Dieudonné, que le pays a besoin que ces laboratoires soient installés partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et cela doit vraiment faire de cela, procède aussi aux moyens financiers que doit procéder cette institution, le CEC, pour faire son travail et à bon escient sur l'ensemble du territoire de la République. Voilà, vous avez la parole, vous la gardez. C'est vrai que la prochaine étape après le Lualaba, ce sera le Haut-Katanga. Après le Haut-Katanga, ce sera le Sud Kivu. C'est déjà bien programmé, mais l'ambition, c'est d'installer de nouveaux équipements, c'est-à-dire des équipements modernes dans toutes les 26 provinces. Et au Nord Kivu aussi, donc, parce que Nord Kivu fait partie des provinces de la RDC. Et comme on dit que la guerre de l'Est, c'est lié aussi à l'exploitation illégale de minerais, pensez-vous qu'en installant des équipements modernes, en se déployant davantage au Nord Kivu par exemple, ça va participer à avoir un impact sur la sécurité du pays? Oui, très important. Moi, je pense que ça va aider à avoir un impact positif sur la sécurisation du pays. Comme vous avez dit, la guerre à l'Est est aussi d'abord une question économique. C'est-à-dire que ça a des connotations économiques avec les matières premières qu'il y a là-bas à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu un jour le journaliste camerounais qui travaille dans un média français, Alain Foucault, descendre au Sud Kivu un jour. Il était même difficile pour lui d'accéder dans une mine parce qu'il était interdit. Tous les efforts qu'il avait fournis, c'était, on peut dire, sans succès. Donc, il sera important pour que les Congos vraiment puissent trouver partiellement une solution, surtout de la guerre. Mais là aussi, il faut dire que ça sera un peu beaucoup plus compliqué parce que les CAC, c'est un organe technique et administratif. Et je ne vois pas comment est-ce que de sa simple présence, ça va totalement aider ou soit avoir un impact positif sur la guerre à l'Est, mais ça va aider parce que ces gens-là, j'ai dit, je suis un peu dubitatif. Pourquoi? Parce que on peut pas dire c'est aux opérateurs, mais ces gens-là qui ont besoin d'exploiter ou de tirer nos minéraux illégalement, déjà, ils veulent pas travailler dans la légalité.
Ils ne veulent pas travailler dans les conditions requises légalement au Congo. Et quand vous venez avec une institution qui œuvre dans la traçabilité, dans la certification, et ça va aider, mais je ne crois pas que ça va totalement avoir un impact. Ça, c'est beaucoup plus global, c'est beaucoup plus systémique. Là, c'est vraiment la responsabilité de l'État congolais de pouvoir travailler, mais son apport pour la pacification de l'Est sera non négligeable, je crois. Voilà, c'est vrai que dans la systémique, on peut compter aussi sur le SAIMAP pour encadrer les artisanaux. Vous savez qu'il y a plusieurs minerais qui sont exploités de manière artisanale, exclusivement d'ailleurs. Et voilà, ça c'était pour un petit commentaire par rapport à la réponse de Oleko. Mais Dieudonné Boinali, je vous pose la même question. C'est vrai qu'au Nord Kivu, on peut espérer que les laboratoires, dès qu'ils seront installés, les laboratoires modernes, va peut-être être regardant sur, on va dire, d'où on tire les minéraux, c'est-à-dire que le CEC va avoir un impact. Mais est-ce que vous êtes aussi dubitatif que Oleko? Je dis que ce sera un impact limité. Moi, je ne suis pas dubitatif comme Oleko. Je ne doute pas, je ne mets pas un doute. Je vais commencer d'abord par rappeler que la partie orientale de la République démocratique du Congo jusqu'au sud, c'est là où repose l'économie congolaise. Quand on parle du secteur minier en République démocratique du Congo, on voit d'abord Isiro, là où se trouve Kibali Gold Mine, à 30 ou 40 km. Vous commencez à descendre jusque dans la région du Katanga, en passant par le Grand Kivu, pour chuter par Kolwezi, les coffres forts des matières premières de la République démocratique du Congo. J'ai dit j'ai un avis contraire. Pourquoi? Une chose est de doter les CEC des laboratoires et autres matériels pour bien travailler. Une autre est de savoir les utiliser et surtout les entretenir. Il ne faut pas que ces laboratoires-là puissent tomber dans la même situation que les matériels que nous voyons installés à l'aéroport international d'Njili. On a mis des scanners pour scanner des bagages des passagers, au départ comme à l'arrivée, mais certains agents, bon, on ne citera pas leur nom, même si des visages nous sont familiers, et ils ne veulent pas utiliser cet outil de travail, et ça a de l'incidence sur la sécurité, même sur la fraude au niveau des frontières. Maintenant, je reviens sur les doutes émis par mon co-débatteur. Moi, je pense que quand j'ai parlé de l'économie de la République démocratique du Congo repose à l'Est, je me dis, le gouvernement congolais a essayé, en ce qui concerne le secteur de l'or, les sous-secteurs miniers, le secteur de l'or, en créant Primaire Gold par exemple. Vous avez vu la production de l'or, en ce qui concerne le Grand Kivu, a augmenté sensiblement rien qu'avec la création de ces deux jointes ventures. Maintenant, je me dis, quand le CEC se déploie maintenant aussi dans cette partie de la République démocratique du Congo, qui est considéré comme le foyer même, l'endroit où même repose, où se passe la plus grande fraude minière de la République, c'est à l'Est. Vous allez parler de la fraude minière à Guadolite, à Matadi, à Boma ou à Banana. Quand on parle de la fraude minière, c'est dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le nord-est. Vous avez l'est au centre, et puis vous avez le sud-est. C'est là où se passe la fraude. Avec le déploiement du CEC, je ne dis pas qu'avec un coup de baguette magique, la paix va revenir. Mais la présence de ces laboratoires va dissuader certains opérateurs à passer par ces laboratoires pour certifier leurs minéraux, pour qu'ils soient acceptés et vendus sans inquiétude sur les marchés internationaux. Donc ça va persuader les... Oui, ça va persuader. Et en diminuant le nombre d'acteurs
qui passaient à travers les mailles du filet, les frontières qui sont poreuses, je pense que ça va diminuer aussi l'ampleur, même le nombre de conflits à l'est du pays. Voilà ça, c'est mon avis. Voilà pourquoi je disais que ça va aider en partie. Justement, ça va aider en partie, mais des pas frontières en poreuses, totalité. Voilà. Ça, c'est au-delà des responsabilités du CEC. Voilà, ça peut toucher à la sécurité. Ça peut toucher à la sécurité, à l'armée. Ça va toucher indirectement à la sécurité. Mais ça va aider. Là, il faut le reconnaître. Voilà, donc c'était pour ce premier sujet. Vous le savez, cette émission est exclusivement, en tout cas, autour du secteur minier. Vous le savez, il y a 3 jours, la RDC, la Zambie et l'Angola ont signé une initiative commune pour transporter les produits miniers à travers le corridor de Lobito. C'est vrai qu'on entend parler, même les journalistes, parfois on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Et Fiston Leko, vous avez suivi cette actualité-là. Expliquez-nous d'abord, quand on parle de corridor de Lobito et que les produits vont partir de là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Les gens qui nous regardent à la maison, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre à travers ça? Merci beaucoup Patrick Lunga de la parole. Il faut dire que d'abord on va définir simplement ce qu'on peut entendre de manière générale du mot corridor. Le mot corridor, c'est simplement, on va dire, un couloir qui relie beaucoup d'entrées, beaucoup d'accès, ou dans une maison, un couloir où ça donne l'accès à beaucoup de chambres, beaucoup de pièces. Et dans les cas de la RDC, la Zambie et l'Angola, c'est justement une route, une ligne ferroviaire qui va relier la Zambie, la République démocratique du Congo vers l'Angola. Oui. Parce que, comme vous le savez, les 3 pays, ou soit les 2 pays, la RDC et la Zambie, ce sont des pays qui, surtout par rapport à cette position géographique au niveau du sud de la RDC, mais le nord de la Zambie, ce sont des zones où il y a une forte activité minière. Et quand je l'ai dit ici, nous produisons les mines, ce n'est pas pour nous, c'est pour que ça soit exporté. Mais aussi, nous avons aussi besoin des intrants pour les traitements ici en République démocratique du Congo dans l'industrie minière. Donc, il y a un fort besoin de la mobilité entre la RDC et les points d'exportation. Donc, la RDC et la Zambie, il était un tout petit peu, on va dire comme ça, colonisé par d'abord les moyens de transport routiers qui amenaient justement les matières premières vers la région orientale de l'Afrique. Et cette fois-là, les 3 pays, l'Angola, la RDC et la Zambie ont décidé de mettre soit de ces projets-là des Lobito. Quand on parle de Lobito, c'est une ville de l'Angola, c'est une ville portuaire parce que vous savez, l'Angola a une grande ouverture vers l'océan Atlantique, c'est-à-dire qu'il est ouvert à l'extérieur de l'Afrique, et cette route-là, cette ligne-là ferroviaire va permettre l'accès à la Zambie, la RDC, de pouvoir exporter leurs matières premières à partir de cette ligne-là pour sortir vers Lobito et prendre la mer et puis aller vers l'extérieur de l'Afrique, là où les matières premières ou les minéraux de ces 2 pays sont exploités et transformés. Donc, c'est ça l'idée de ce corridor, permettre à ce que les 2 pays aient accès à l'extérieur pour exporter leurs matières premières. Avant, ça ne se faisait que au niveau de routes et ça prenait beaucoup de semaines. Mais cette fois-là, avec les trains, et on n'aura que quelques jours pour exporter les matières premières vers l'Angola et aller à l'extérieur. C'est ce qu'on peut comprendre bien évidemment de ce corridor de Lobito. Voilà, Dieudonné Boinali, vous aurez peut-être des explications supplémentaires à ajouter par rapport à cette question. Qu'est-ce que les gens doivent comprendre par cette initiative commune des 3 pays? Mais au-delà de tout, est-ce que, moi je crains personnellement, est-ce que la RDC ne risque-t-elle pas d'être le dindon de la farce? Parce que apparemment, la Zambie, c'est moins de 100 000 de tonnes. 100 000 tonnes de cuivre, moins de 100 000 tonnes de cuivre, alors que la RDC, c'est plus de... 2 millions aujourd'hui. 2022, c'est 2 millions. Pour la RDC seulement. Ouais. Mais la Zambie, c'est moins de 100 000. Et l'Angola, je crois savoir qu'ils prêtent d'abord, on peut dire la logistique. Mais maintenant, est-ce qu'on craint, on ne peut pas craindre d'être le dénain un peu de la farce. Donc, je vous pose une question en 2. Expliquez d'abord... Donner des explications supplémentaires à ce que Fiston vient de dire très bien tout à l'heure, mais aussi, répondez-moi par rapport à ma crainte.
Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous pouvez analyser. Par rapport à votre crainte et vos apaisements, ces chemins ou ces corridors de Lobito a existé depuis la nuit des temps, depuis la colonisation. Vous êtes sans ignorer que avant le déclenchement de la guerre civile en Angola, la guerre qui avait opposé l'UNITA de Eduardo dos Santos, l'UNITA de Jonas Savimbi et le MPLA de Eduardo Santos, les minéraux de la République démocratique du Congo, pour qu'ils soient exportés vers l'Occident, l'Asie, passer par les corridors de Lobito, qui est considéré pour nous comme la route de la soie, comme la Chine et quelques pays de la Méditerranée. Et Lobito, c'est une ville d'Angola, située dans la province si je ne me trompe pas, de Benguela. Ce corridor a un avantage. L'Angola vient d'inaugurer récemment son premier port en eau profonde. Lobito, c'est le deuxième port maritime d'Angola après Luanda. Et vous avez aussi une ligne de chemin de fer qui commence depuis Lobito, vous le voyez dans les images. Cette ligne de chemin de fer passe par Kolwezi, arrive à Lubumbashi et va jusqu'à Sakania. Et de Sakania, cette ligne de chemin de fer est reliée au réseau zambien qui va jusqu'au Zimbabwe, Namibie et en Afrique du Sud. Au moment où nous parlons, le port de Durban connaît des problèmes sérieux d'organisation et d'infrastructure. Le port de Durban est débordé à cause du trafic des bateaux. Pour décharger un bateau, ça commence à prendre beaucoup de jours. Maintenant, l'étang, j'arrive, l'étang qu'on puisse... Durban, c'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Durban, en Afrique du Sud. Et puis, faire transporter les minéraux de la République démocratique du Congo, depuis la région du Katanga jusqu'à Durban, en Afrique du Sud, c'est plus de 2500 km. Or, à partir de la cité de Tenke, là où opère une grande multinationale chinoise, Teke Fungurume Mining, l'entreprise éponyme, de Tenke Fungurume jusqu'à Lobito, c'est 1350 km. Et Teke n'est pas loin de Kolwezi. Kolwezi, j'avais dit en introduction, c'est le coffre fort des minéraux de la République démocratique du Congo. Et sur les chemins, quand vous quittez Kolwezi en passant par Tenke pour aller à Lubumbashi, vous avez l'autoroute qui serpente aussi les chemins de fer. Donc, exporter nos numéros, nos minéraux des nouveaux par la voie de Lobito coûte moins en termes de temps, en consommation de carburant, d'énergie et des moyens financiers. J'ai comptabilisé en faisant les calculs, c'est 29 heures, donc l'équivalent d'un jour et demi pour faire les transports de Kolwezi ou d'un Tenke jusqu'à Lobito. Mais si vous devez aller à Durban, en Afrique du Sud, ça vous prend au moins 4 jours. Il faut compter avec les services douaniers des différents pays. Il n'y en a pas un. Hein. Vous avez les Congo d'abord, la RDC, vous avez la Zambie. Il faut contourner la botte du Katanga. Vous avez les Zimbabwe, vous avez la Namibie. Et puis vous avez l'Afrique du Sud, la destination finale, avant que ces minéraux soient exportés. Donc, vous l'avez dit, l'Angola n'offre rien comme minéraux, mais l'Angola est dans la même logique que la République démocratique du Congo et la Zambie, celle qui consiste à diversifier l'économie. L'Angola pense déjà à l'après-minéraux, à l'après-pétrole. Ils se sont souvenus que les corridors, la voie de Lobito rapportait beaucoup à l'État angolais avant la guerre civile UNITA MPLA. Voilà pourquoi ils ont investi 1,250 milliard de dollars américains avec l'aide de l'expertise chinoise
pour réhabiliter, moderniser cette voie ferrée. Maintenant, l'Angola offre la logistique, l'Angola va profiter du transit et des frais des douanes, des impôts et taxes, et surtout des frais portuaires. Que va gagner maintenant la RDC et la Zambie? La distance sera raccourcie, non seulement pour l'exportation des minéraux. Vous savez que nous avons actuellement un programme de développement de 145 territoires. Nous pouvons profiter aussi avec de cette voie-là pour faire l'importation de certains matériaux de construction, même matériels dont nous avons besoin pour désenclaver les Congo profonds et doter cette partie du pays, sur tous les centres, en infrastructure. Donc tout le monde va se retrouver gagnant-gagnant, mais les trois chefs d'État de ces trois pays se sont convenus de mettre en place une agence qui va gérer ces corridors, en plus de la société angolaise, l'équivalent de la SNCC, qui va gérer ces corridors. Voilà. Donc, ayez vos apaisements. Voilà. Nous n'allons pas perdre, comme c'est le cas avec les débats avec les ponts routes rail Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et les ports de Banana. Nous allons beaucoup gagner. Très bien. Pour notre industrie minière. Très bien, je vais poser la question à Fiston Oleko. C'est vrai que l'industrie, on va dire la SNCC a commencé à avoir des problèmes à partir du moment où l'exportation n'allait plus vers la SNCC, mais prenait ce qu'on appelait les routes du Sud, c'est-à-dire pas les chemins de fer, mais plutôt les routes. C'est là que la SNCC a commencé à avoir des problèmes depuis les années 80. Mais du point de vue congolais, quand vous regardez l'initiative des trois pays, chez nous ici, quelle est l'entreprise qui est dans le coup? C'est la SNCC? Justement, naturellement, c'est la SNCC qui déjà connaît bien le secteur, était déjà dans ça. Vous avez dit ça à un moment donné, c'est ce tronçon-là qui a fait même que l'entreprise soit le fleuron et en quelque sorte de l'économie aussi. Il a alimenté l'économie dans ce sens-là. Vous avez dit ici, parce qu'il faut dire que notre avantage de ces projets, c'est aussi ça, parce que les entreprises nationales de tous les trois pays seront à l'œuvre pour pouvoir rentabiliser ou fructifier ces projets-là. Et c'est à la RDC aujourd'hui maintenant de pouvoir revoir nos machines, revoir nos trains pour que nous soyons aussi compétitifs. Parce que au moment où nous serons absents, ce sont d'autres entreprises qui viendront justement faire ces courses, ces trafics-là de nos minéraux. Il faut dire que c'est très avantageux pour les entreprises minières qui œuvrent ici en République démocratique du Congo. C'est très avantageux aussi pour la RDC parce que pour la RDC, justement, le transport de minerais, ça se paye par tonne. Ça se paye par tonne et ça va accélérer même le niveau ou la quantité des cargaisons qui vont faire ce déplacement-là, ce trafic-là vers l'Angola. Pendant que vous répondez, je vous pose la dernière question aussi. Est-ce que ça ne va pas perturber à contrario, c'est que le circuit financier qu'il y a aussi du côté des routes du sud, c'est-à-dire le Lubumbashi, Kasumbalesa ça et autres. Justement, c'est un changement qui vient et ça ne va que déranger un tout petit peu de l'autre côté, mais d'un côté, mais de l'autre côté, c'est la RDC qui gagne parce que il faut dire au-delà même des questions économiques, des questions minières, il y a aussi le tourisme qui va avoir un coup de pouce. Il y a aussi les secteurs culturels, il y a aussi ces trafics-là entre les peuples qui va aussi augmenter. Donc, de l'autre côté, d'un comme de l'autre côté, c'est toujours la RDC aussi qui gagne. C'est justement à nous de pouvoir capitaliser cela, notamment en équipant la SNCC, en faisant en sorte que la SNCC soit aussi compétitif dans cette, on va dire, c'est une nouvelle course qui s'annonce. Voilà, ce sera votre mot de la fin. Mais je pose la dernière question. On n'a plus qu'une minute pour finir cette émission. La même question que j'ai posée à Oleko. A contrario, les circuits qu'il y a, le circuit économique financier qu'il y a avec Lubumbashi, Kasumbalesa, il y a les services des douanes qui empochent de l'argent parce que les minéraux passent par là. Est-ce que ça ne va pas être perturbé? J'ai compris. Vous parlez du péage. Oui, ça ne va pas être perturbé. Au niveau de la SNCC, la Société nationale des chemins de fer du Congo, je pense que le gouvernement Sama Lukonde
doit bien négocier lorsqu'on va créer cette agence. Pourquoi? Il ne faut pas qu'on laisse la Société nationale des chemins de fer angolaise puisse parcourir toute la République démocratique du Congo seule en exploitant et en transportant toutes ces cargaisons de minéraux. Pourquoi? Une partie de la voie ferrée allant de Lobito jusqu'en Zambie et intérieure en République démocratique du Congo. C'est une voie exploitée par la SNCC. Moi, je pense qu'on doit conclure un accord pour dire qu'à partir de tel tronçon, telle partie de la voie ferrée, tous ces minéraux seront transportés par la SNCC. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce qu'aujourd'hui la SNCC a des capacités techniques, managériales? Oui, elle en a. Mais est-ce qu'elle a des capacités techniques? La voie ferrée, est-ce qu'elle obéit à l'enjeu de l'heure? Est-ce qu'ils ont assez de locomotives et de têtes de locomotives pour participer? On parle de 49 trains par jour et pendant 29 heures. Parce que l'itinéraire, ça prend 29 heures pour dire qu'un jour et demi. Et puis, il faut mettre tous les États à l'abri des grèves. Vous connaissez que la SNCC, c'est comme dans tous les portefeuilles de l'État congolais. C'est chaque année où il y a des grèves. Mais quand il y aura grève, quel est le sort qui sera réservé à cet accord? Et puis, au-delà de ça, c'est aussi train électrique. Pour les péages, il ne faut pas avoir de l'inquiétude parce que ce sont les mêmes camions poids lourds qui vont continuer à payer les péages. Au lieu d'aller vers Durban, ils vont maintenant prendre la voie de Lobito. Donc, ils paieront toujours les péages. Mais l'inquiétude se situe seulement au niveau des sociétés et des transports de poids lourds qui vont voir les budgets diminuer. Pourquoi? Au niveau du péage, c'est le même nombre de trafics qui sera partagé. Il y aura certains camionneurs qui vont choisir la voie de Lobito, d'autres qui vont continuer avec la voie de Durban. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais quand vous choisissez la voie de Lobito, ce n'est pas la même distance qu'avec la voie de Durban. Les frais à percevoir vont diminuer au niveau des recettes des sociétés de transport des camions poids lourds. Nous aurons aussi un avantage. Il y a Fiston Leko qui a parlé du tourisme et de l'intégration africaine. Voilà. À cela, moi, j'ajoute le fait qu'il y aura une diminution du trafic sur nos autoroutes. Parce que Lobito jusqu'en Ndola en Zambie, il y a une route en bon état. Vous passez à Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, Kasumbalesa, les routes sont dans un état impeccable. Idem du côté de l'Angola, idem en Zambie. Je pense que si on prend une partie de la cargaison de ces conteneurs-là, des camions poids lourds des minéraux, on les amène vers la voie ferrée, ça va diminuer les taux de délabrement de nos routes. Et c'est un avantage, et surtout les taux d'accident, sans oublier aussi la poussière dans cette région de l'Afrique australe que nous appelons les Copperbelt. Voilà, ce sera aussi votre mot de la fin pour cette émission qui a été hautement technique, comme vous l'avez constaté, chers téléspectateurs. Et j'espère qu'on a été suffisamment pertinent pour vous faire comprendre ce sujet qu'on ne traite pas partout forcément. Donc, on va remercier Dieudonné Boinali pour vos analyses toujours profondes. On remercie également Fiston Leko pour ses analyses toujours profondes. Chers téléspectateurs, Géopresse, c'est ici la fin de parcours. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Ce sera toujours avec le même plaisir. Merci.